Aujourd'hui, si un joueur inscrit un but contre son camp, ça peut provoquer tout au plus une élimination, la colère des supporters, une grosse polémique dans les journaux, rien de foufou. En 1993, dans une Colombie gangrénée par les trafics de drogue, un but contre son camp pouvait et a entraîné la mort d'un joueur, Andrés Escobar. Les responsables de ce meurtre ne sont autres que les narcotrafiquants qui pariaient gros sur le football en général et sur des matchs en particulier, dont ce fameux Colombie-États-Unis lors du mondial 94. Replongeons-nous dans les heures les plus sombres de l'histoire de la Colombie pour comprendre pourquoi Andrés Escobar s'est fait assassiner. La Colombie et les narcotrafiquants, c'est une histoire qui s'est écrite à partir des années 70, lorsque les cartels se sont organisés pour vendre de la drogue en direction des États-Unis principalement. Il y a eu le cartel de Medellín, dirigé par Pablo Escobar, qu'on ne présente plus, et le cartel de Cali, dirigé par les frères Gilberto et Miguel Rodríguez Orejuela, qu'on surnommait les gentlemen de Cali. Notamment parce qu'ils étaient moins visibles et meurtriers que le cartel de Medellín, mais tout aussi puissants. Globalement, ils préféraient corrompre que tuer, ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils n'ont jamais tué. Les deux cartels ont parmi leurs nombreux points communs celui d'avoir utilisé des clubs de football pour augmenter leur popularité et blanchir de l'argent via la billetterie, les transferts, etc. Côté Cali, ils ont d'abord voulu infiltrer le meilleur club colombien de l'époque, le Deportivo Cali, mais ça ne l'a pas fait, car le président Alex Goraye s'était opposé au fait qu'un homme possédant une fortune inconnue fasse partie des actionnaires du club. Finalement, Gilberto, l'un des deux frères, est devenu le président de l'América de Cali et y a investi de l'argent pour le faire performer. Anecdote troublante racontée par le neveu de Miguel, donc le fils de Gilberto. En 1979, après un match entre Argentinos Juniors et l'América de Cali, Miguel Orejuela a invité Maradona à manger dans le but de le convaincre de venir jouer dans le club pendant 6 mois en l'échange de 3 millions de dollars. Maradona, qui était sous le charme, selon lui, du luxe de la villa, avait accepté sans trop hésiter. Finalement, l'agent du joueur a refusé en prétextant que Diego avait eu une meilleure offre en Espagne ou peut-être en voyant qu'il ne toucherait aucune commission. Bizarrement, les chefs du cartel n'ont gardé aucune rancune envers Maradona. Le fils de Orejuela a d'ailleurs toujours affirmé que Diego et son père ont entretenu de très bonnes relations et qu'ils s'envoyaient régulièrement des cadeaux, petit Rolex par-ci, petit maillot par-là. Côté Medellín, ils ont à la fois investi dans l'Atlético Nacional, carrément détenu par Pablo, à la fois dans le rival, le Deportivo Independiente de Medellín, avec l'intérêt de garder le championnat attractif. Donc là, je vous ai parlé des deux villes où siégeaient les deux cartels, mais par exemple, à la capitale, Bogota, un des principaux chefs du cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, dit le Mexicain, contrôlait financièrement son club de cœur, les Millonarios. Donc à cette époque, le championnat colombien était le plus truqué et corrompu du monde. Revenons-en à Pablo Escobar, le 7e homme le plus riche de la planète à cette époque. Il était si passionné de football qu'il organisait régulièrement des matchs privés à son domicile, comme l'a expliqué son cousin Jaime Gaviria. Les rencontres étaient amicales, Pablo nous demandait de composer notre équipe. Il se chargeait ensuite de faire venir les joueurs au ranch et on pariait sur le résultat. Il pouvait inviter le Mexicain par exemple qui faisait partie de son cartel et qui gérait, comme je te l'ai dit, les Millonarios de Bogota. Il pariait, ses mises dépassaient souvent le $1 million. Les joueurs venaient disputer le match et prenaient leur billet à la fin. Pour que vous compreniez aussi que s'ils pariaient entre eux, ils pariaient également sur les matchs officiels et on va y revenir. Les matchs à son domicile c'était pour son plaisir perso. À côté de ça, il y avait le championnat, les coupes comme la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine et Pablo a infligé son fameux plata au plomo à plusieurs reprises à des arbitres notamment. Par exemple, en 89, le cartel de Medellín s'est permis d'assassiner Alvaro Ortega pour mauvais arbitrage, un meurtre qui avait provoqué la suspension du championnat cette année-là. La même année, le club de Pablo s'était retrouvé en finale de la Copa Libertadores. Andrés Escobar était angoissé par ce match, sachant l'enjeu pour les narcotrafiquants, comme l'avait expliqué son ami et coéquipier Eduardo Rojo. Finalement, la rencontre s'est clôturée sur une séance de tir au but et le premier à tirer n'a été autre que le jeune Andrés Escobar. Le gardien de but, René Higuita, connu pour son coup du scorpion, a réalisé des arrêts mais ses coéquipiers rataient jusqu'à ce que Lionel Alvarez tire le 8e penalty et plante le coup de grâce devant le public où se trouvait d'ailleurs Pablo Escobar, fou de joie. Les joueurs ont remporté la coupe pour la première fois de l'histoire de la Colombie, mais pas la tranquillité. Pablo les a conviés à son fameux ranch pour les féliciter et leur a donné un bonus financier. Quelques années plus tard, en 91, le patron a également fait venir les joueurs de la sélection colombienne lorsqu'il était en prison, et je mets bien des guillemets parce qu'en réalité il avait négocié avec le gouvernement colombien de se construire sa propre prison. Il faisait venir et aller qui il voulait. Les joueurs étaient si bien indemnisés, voire terrorisés, qu'ils acceptaient finalement d'être les jouets des narcotrafiquants. La sœur d'Andrés a expliqué dans le documentaire Les Deux Escobar que le joueur, son frère, n'appréciait pas de côtoyer les narcotrafiquants, mais il jugeait ne pas avoir le choix comme beaucoup d'internationaux colombiens finalement. Les deux Escobar ont donc été amenés à se rencontrer à plusieurs reprises. On est au début des années 90,
le poids de Pablo Escobar se faisait de plus en plus ressentir à tous les niveaux de la société parce qu'il avait un pied aussi bien dans la police que dans le gouvernement que dans le trafic. Donc peu à peu l'étau s'est resserré sur lui. Pablo était non seulement traqué par la police colombienne mais aussi la police américaine et aussi par Los Pepes. Los Pepes c'était un groupe vigilante qui se faisait justice lui-même et composé des ennemis du baron de la drogue, financé par la CIA ou encore le cartel de Cali, ainsi que par les frères Cataño qui luttaient contre les FARC et autres guérillas. Donc celui qui avait le droit de construire sa propre prison il y a quelque temps est devenu l'ennemi public numéro 1 à abattre. Et le jour est arrivé. Pablo Escobar a été abattu le 2 décembre 93. Sa mort a-t-elle signé la fin des cartels? Pas du tout. Le cartel de Medellín a été démantelé suite à la mort de Pablo et suite Cali 2 ans plus tard en 95. Les démantèlements des deux cartels principaux de Colombie n'ont ni signé la fin du narcotrafic, ni la fin de la terreur en Colombie. Bien au contraire, dans les années 90, la violence a semblé s'accentuer, d'autant plus qu'il n'existait plus de cartels bien situés, mais plutôt des groupes par-ci par-là qui se battaient pour le contrôle des zones de production de la drogue et participaient à la chaîne du trafic. Plus de tout ça, il y avait des guérillas internes, ce qui a rendu la lutte pour faire cesser le narcotrafic plus difficile. Plusieurs milliers de personnes ont été assassinées, civils, policiers, juges, politiciens, journalistes. Les enlèvements, les extorsions et les assassinats étaient monnaie courante à cette époque en Colombie. À côté de ça, la nation pouvait se retrouver autour de la sélection de football, l'espoir de tout un pays. C'est vrai qu'après que les narcotrafiquants aient investi autant d'argent dans le football, ça a entraîné malgré tout son développement à l'échelle des clubs et à l'échelle nationale. La Colombie, qui n'avait jamais été une grande nation de ce sport, a vu la génération dorée arriver, représentée par Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Alexis Garcia ou encore Freddy Rincon. Parmi eux se trouvait Andrés Escobar, surnommé le gentleman du football pour son élégance sur le terrain et dans la vie. Il avait la réputation d'être un sportif équilibré mentalement, il savait aussi faire plaisir et pas qu'à sa famille. Chaque Noël, il remplissait son 4x4 et faisait le tour de la ville la nuit pour distribuer des cadeaux aux enfants. Cette équipe colombienne, encadrée par le sélectionneur Francisco Maturana, proposait un football attrayant et offensif, ce qui va faire rêver des générations. En 1993, ont eu lieu les qualifications pour la Coupe du Monde américaine. Le monde du football a pu admirer la tricolore réaliser des belles performances. 4 victoires, 2 nuls, dont cette victoire historique contre l'Argentine. Le 5 septembre 93, à l'occasion de la dernière journée des qualifications, la tricolore a infligé à l'Argentine une belle manita, 5-0 à Buenos Aires. Il s'agissait de la plus large défaite de l'Albiceleste sur son territoire. Avec de tels résultats en qualif, les Colombiens ont décroché un statut de favori pour le mondial, confirmé en plus par le roi Pelé en personne. Les narcotrafiquants, eux aussi, étaient confiants et ont commencé à parier des grosses sommes sur le parcours de la tricolore au mondial. Le mondial arrive en 1994, organisé aux États-Unis. La Colombie doit affronter à tour de rôle la Roumanie, les États-Unis et la Suisse. Dès le premier match, c'est la catastrophe, dans tous les sens du terme. Déjà parce que sportivement, ils perdent 3-1 et surtout parce que la défaite va entraîner des violences. Dans les chambres d'hôtel des joueurs et du sélectionneur, les télés ont été détournées pour afficher des menaces. Francisco Maturana a reçu l'ordre par exemple de ne pas aligner Gabriel Gomez lors du match suivant sous peine que lui-même, sa famille et le joueur soient tués. Le coach avait affirmé que les propriétaires de clubs, qui on le rappelle ne sont pas tous tout blancs, et des criminels étaient à l'origine de ces tentatives d'intimidation. Plus sordide encore, le défenseur Luis Herrera a perdu au même moment son frère dans un accident de voiture assez mystérieux et peu de temps auparavant son enfant avait été enlevé. Sachant cela, ce même joueur avait hésité à poursuivre le tournoi mais c'est son coéquipier Andrés Escobar qui l'a convaincu de ne pas quitter l'équipe. Ils vont rester et ça va coûter la vie à l'un d'entre eux. Vient alors le fameux match suivant le 22 juin 1994 au Rose Bowl. L'adversaire s'appelle les États-Unis, plutôt abordable à première vue, mais la pression qui pesait sur le dos des Colombiens était bien trop forte. Les joueurs avaient conscience que ce qui allait se passer sur le terrain allait dépasser le football. Avant le match, dans le vestiaire, le sélectionneur s'est adressé en larmes à son équipe, ayant conscience justement des répercussions qu'il pouvait y avoir suite au résultat final. Le coup d'envoi est quand même lancé. À la 34e minute de jeu, John Harkes a centré à destination d'Ernie Stewart depuis l'aile gauche. En tentant de repousser le ballon, le capitaine Andrés Escobar l'a envoyé dans les filets de son gardien, le prenant à contre-pied. Peu après la mi-temps, les coéquipiers d'Alexis Lalas ont doublé la mise et
Malgré la réduction du score d'Adolfo Valencia en fin de match, la Colombie s'est inclinée 2-1. La victoire de la tricolore lors du dernier match de poule contre la Suisse n'a pas suffi à les maintenir dans le tournoi. Ils sont éliminés. Après cette élimination, Andrés Escobar a pris la décision de ne pas accompagner la famille de son père, ses 2 frères, sa sœur et ses neveux dans un périple touristique aux États-Unis. Personne n'avait insisté. Andrés Escobar va rentrer en Colombie pour voir ses amis et sa fiancée malgré les risques. En 1994, alors qu'il est au sommet de son art, courtisé par le Milan AC, l'un des plus grands clubs européens de l'époque, du haut de ses 27 ans, la star de l'équipe locale de Medellín va être assassiné. Son coéquipier Faustino Asprilla avait témoigné auprès d'une radio espagnole. Il se souvenait du trajet retour vers la Colombie. Dans l'avion, Andrés est venu me dire qu'il ne fallait pas que je sorte en discothèque une fois au pays. Il m'a dit: ne sors pas, nous avons reçu des menaces, promets-le-moi. Je lui ai dit que je ne sortirai pas, c'est lui qui est sorti. C'est incroyable. Fidèle à son tempérament, le joueur a refusé de se laisser abattre et a choisi de reprendre une vie normale. Le 1er juillet 1994, Andrés Escobar prend la décision de sortir aux côtés de son coéquipier Galiano, de sa fiancée et d'une amie dans la discothèque El Indio située dans le quartier de Las Palmas à Medellín. À une autre table se trouvaient les frères Pedro et Santiago Galón, connus pour leur lien avec le trafic de drogue. Ils ont commencé avec leur groupe d'amis à crier traître Andrés, traître. Le footballeur leur a demandé de se montrer respectueux car il continuait à l'invectiver et Andrés Escobar s'est finalement éloigné puis a fini par quitter les lieux. Quand il a voulu s'en aller et alors qu'il était déjà dans sa voiture, il s'est aperçu que ses agresseurs étaient sur le parking et il y est retourné pour leur demander à nouveau de le respecter. Il a d'abord discuté avec Pedro Galón, puis le frère aîné Santiago est arrivé en lui disant: vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Le chauffeur aurait entendu l'échange, serait descendu de la camionnette et pendant que Santiago répétait cette même phrase, le chauffeur et garde du corps des frères Humberto Castro Muñoz s'est approché du véhicule et lui a tiré 6 balles dans le crâne. Selon les témoins, il a crié goal à chaque détonation, en référence au but contre son camp d'Andrés Escobar lors du mondial. Le Colombien est mort à l'hôpital 45 minutes plus tard à l'âge de 27 ans. Sa mort a provoqué la colère et la tristesse de tout un pays. Les funérailles d'Escobar ont attiré d'ailleurs plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont le président colombien de l'époque, César Gaviria. Entre 80 et 120 000 personnes ont défilé dans les rues de Medellín à l'occasion des funérailles d'Andrés Escobar le 3 juillet 1994, tous présents pour saluer une dernière fois leur capitaine sacrifié. Le coupable a été retrouvé assez rapidement selon le récit du procureur chargé de l'enquête. Déjà, Humberto Muñoz s'était auto-dénoncé en pensant inventer une histoire qui tenait debout. Il avait expliqué d'abord qu'une camionnette lui avait été volée, la même camionnette décrite sur les lieux du crime et de laquelle est sorti le tueur. Le chauffeur des frères Galón a raconté avoir été attaqué, visé par des tirs et ligoté. Il avait même montré que ses poignets avaient été abîmés par une corde. Les enquêteurs ont vite compris qu'il mentait et qu'il était à la fois le voleur et l'assassin. Selon le procureur, il a inventé cette histoire à la demande des frères Galón et justement ce qu'il restait et reste à prouver, c'est l'implication des frères Galón. Ils auraient pu orchestrer l'assassinat pour apaiser les parieurs en colère et les cartels de drogue mécontents de la performance de la tricolore au mondial. Les 2 frères étaient connus pour leur relation avec le cartel de Pablo Escobar et des groupes paramilitaires comme Los Pepes. Ces relations ont donc alimenté les rumeurs sur leur rôle dans ce crime. Le lendemain, les frères se sont quand même manifestés auprès du ministère public dans le but d'être libérés sous caution. Donc finalement, à l'espace de 24 heures, les coupables et potentiels coupables sont capturés. Muñoz a confessé le meurtre mais a affirmé ne pas savoir que la victime était Andrés Escobar. Il a toujours certifié qu'il était à moitié endormi dans la camionnette lorsqu'il a entendu son patron. En pleine torpeur, il serait descendu du véhicule pour assassiner le footballeur. Le procureur a aussi raconté qu'avec les enquêteurs, ils se sont vite rendus compte que les frères Galón avaient de nombreux liens avec les autorités et qu'ils faisaient appel à de nombreux intermédiaires pour ne pas être poursuivis. Ils ont raconté la scène comme étant une erreur du chauffeur. Il était à moitié endormi et en se réveillant, il a cru que ses patrons étaient en danger et qu'il devait agir pour les défendre. Finalement, Muñoz a été condamné à 43 ans de prison, mais il est sorti au bout de 11 ans pour bonne conduite. Il est libre depuis 2005. Les frères Galón, initialement accusés de complicité, ont réussi à échapper à des peines sévères grâce à leur influence et à des manœuvres judiciaires. Au final, le mystère plane toujours sur les raisons de son assassinat. A-t-il été assassiné par erreur ou est-ce une conséquence des parieurs de la mafia? On ne le sait toujours pas. Andrés Escobar a été assassiné le 2 juillet 1994, mais la question du commanditaire demeure aujourd'hui floue. Après la mort du joueur, Francisco Maturana a prononcé ces mots. Notre société pense que le football a tué Andrés. Andrés était un joueur de football tué par la société. Avec les éléments qui ont été rapportés, la mort d'Andrés Escobar était visiblement voulue par les narcotrafiquants. Était-ce un coup monté ou juste un geste spontané cette soirée-là? On espère avoir la réponse un jour. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et à me dire de quelle histoire vous aimeriez que je vous parle la prochaine fois. Bisous!